Avant, je n'étais pas un droit pour les femmes. Tu me gagnes à 18 ans. Si tu fais de la prison, tu peux me perdre. Qui suis-je? Oh, un indice. Démocratie. Qu'est-ce qu'une démocratie? La démocratie, c'est un pays où on peut dire ce qu'on veut. On peut vivre en paix, en bénéficiant de liberté. Et de respecter un peu tout le monde. C'est inventé après la Révolution française. C'est pas par les Grecs. Nos amis grecs, bien sûr, les forums de discussion, oui, les Grecs, Platon, Aristote. De pouvoir voter, oui, c'est important. Parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas le droit de vote. Puisqu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait eu le droit de vote. C'est même le seul moyen d'appliquer la démocratie, je pense. Maîtresse, qu'est-ce que c'est la démocratie? Alors, Alice, la démocratie est née en Grèce, à Athènes, au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Le principe de la démocratie, c'est de s'exprimer librement et de choisir ses représentants. Des personnes se retrouvent pour discuter, échanger, gérer les problèmes de la ville. En France, on est dans une république démocratique où les gouvernants sont élus par le peuple et gèrent les affaires de la France. Le pays est gouverné par plusieurs hommes et non, comme dans la dictature, par un seul homme. La dictature? Qu'est-ce que c'est la dictature? C'est comme si les habitants avaient un scotch sur la bouche et qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer et qu'ils devaient faire ce qu'on leur demandait de faire. Ah, à l'école aussi on vote. C'est de la démocratie ça? À l'école, on élit aussi des délégués de classe. Les délégués de classe, leur mission, c'est de écouter les problèmes des enfants, de les noter et de faire l'intermédiaire entre les enfants et les enseignants. De trouver des solutions au conseil d'école. Tout comme nous, citoyens, nous votons pour élire nos représentants qui vont gérer les affaires du pays. Moi aussi je peux voter? Tu ne peux pas voter pour tes représentants au niveau d'un pays. Tu es trop petite, Alice. Il faut que tu attendes d'avoir 18 ans. Maintenant, tu es inscrit directement dès tes 18 ans sur la liste électorale. Tu obtiens ta petite carte. Tu peux voter si tu es de nationalité française. Et surtout, si tu n'as pas commis de faute grave. Quand est-ce qu'on va voter? Les citoyens sont appelés à voter à de multiples occasions. Pour le président, aux élections présidentielles. Pour les députés, aux élections législatives, par exemple. On peut aussi demander l'avis à tout le peuple pour une question importante. Et dans ce cas-là, on parle de référendum. C'est le président de la République qui pose la question au peuple sur un sujet particulier. La réponse est très particulière dans le référendum parce qu'elle ne peut être que oui ou non. Le citoyen intervient souvent finalement. Dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions et même pour l'Europe. On peut même demander notre avis par référendum. Mais alors c'est facile. Avant, ce n'était pas un droit pour les femmes. Si tu fais de la prison, tu peux me perdre. Tu me gagnes à 18 ans, mais c'est le droit de vote. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Perru. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français sont attachés aux libertés et à l'égalité des droits. Ils sont respectueux des choix de vie de chacun et ne refusent pas les évolutions de notre société. Mais les Français sont inquiets, voire choqués, quand ils lisent dans la presse cette affirmation d'un des grands défenseurs du mariage pour tous, je le cite. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Devant de tels propos, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire aux députés et aux Français ce que vous voulez réellement faire à travers cette réforme?
Voulez-vous, sous prétexte de modernité, détruire le mariage qui n'est pas qu'un contrat, mais une institution fondée sur la réalité biologique de la différence des sexes et qui permet la lisibilité de la filiation? Voulez-vous, au nom d'une conception spécifique de l'égalité entre adultes, créer des inégalités entre enfants, avec de nombreuses incertitudes juridiques préjudiciables à tous, et faire disparaître de tous les codes, lois et textes les mots de père et mère? Voulez-vous, plus grave, après l'instauration de la PMA par un simple amendement, sans respect des lois sur la bioéthique, aller jusqu'à la marchandisation du corps de la femme et légaliser les mères porteuses? L'humain, oui, l'humain, mes chers collègues, va-t-il entrer dans la catégorie des biens de consommation commercialisables? Cela est inacceptable. Alors vous, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, qui voulez rassembler les Français, pourquoi n'engagez-vous pas avec eux un grand débat public? Car ce projet les interroge, il les bouscule, il les divise et il suscite des réactions passionnées. Craignez-vous à tel point le débat, même au sein de votre groupe, qui ne permettra pas d'ailleurs la liberté de vote sur ce texte? La parole est à Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous n'avez de cesse de réclamer un débat public. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, il se tient ici même à l'Assemblée nationale des débats et des auditions organisées par les rapporteurs du texte de loi et m'étant intéressé fortement à ces auditions, j'ai pu constater que les députés de l'opposition y sont extrêmement peu nombreux et très rarement présents. Je vous laisse gérer cette contradiction entre vous. Monsieur le député, je vous rappelle que vous disposez du texte de loi du gouvernement. Vous connaissez ce projet de loi. Vous savez donc que les mots de père et mère ne disparaissent pas du Code civil. Ils sont maintenus en l'état dans l'intégralité du titre 7 du Code civil. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Merci, Madame la J'ai reçu de Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Henri Guénaud pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Monsieur le Président, pardon, Madame le Président, je vous en prie, Monsieur le député. Madame le Président, Monsieur le député, vous avez la parole. Mesdames les ministres, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de vous dire que je ne répondrai pas aux insultes. Ce débat mérite mieux. Permettez-moi de commencer par tenir une promesse que je me suis faite
Un triste jour de janvier 2010 dans la chapelle des Invalides. En prenant pour la première fois la parole à cette tribune, je veux rendre hommage à une grande voix républicaine qui s'est tue trop tôt, celle de Philippe Séguin. Le 5 mai 1992, certains d'entre vous s'en souviennent, c'était la nuit tragique de Furiani. Il était monté à cette même tribune et avait déclaré « Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. » Puis il avait demandé à l'Assemblée de déclarer irrecevable le projet de loi constitutionnelle qui devait permettre la ratification du traité de Maastricht parce que, disait-il, le Parlement n'avait pas le droit de prendre seul une telle décision. Aujourd'hui, c'est pour un autre texte, d'une toute autre nature, qui ne met pas en jeu la souveraineté nationale, mais les fondements mêmes de notre société, un texte qui a l'ambition, comme l'a dit Madame le garde des Sceaux, de réformer la civilisation, que je viens, avec une voix dont j'ai bien conscience qu'elle n'est pas aussi forte que celle de Philippe Séguin, mais avec une gravité comparable à la sienne, vous demander de voter cette motion de rejet préalable, conformément à l'article 91, alinéa 5 du règlement de notre Assemblée. Nous sommes dans un régime parlementaire. La Ve République est un régime parlementaire. Mais il arrive que sur des sujets d'une importance exceptionnelle, sur des textes d'une nature particulière, le choix du référendum ne soit pas une simple option, mais au fond une obligation politique, une obligation intellectuelle, une obligation morale, même si elle n'est pas une obligation juridique. La Constitution offre la possibilité au Président de la République de faire voter le peuple au lieu du Parlement. Elle ne le lui impose pas. Ainsi, ce n'est pas la lettre mais l'esprit de nos institutions qui est ici en cause. Il nous oblige d'autant plus. Nous pourrions, nous devrions au moins nous accorder sur un point. C'est que ce projet de loi est d'une nature très différente de celle des projets qui sont d'habitude soumis au Parlement. Nous pourrions, nous devrions au moins nous entendre sur un fait, que sur son objet même, par les conséquences qu'il peut avoir sur la profondeur des sujets auxquels il touche, ce projet de loi n'est pas un projet de loi ordinaire. Mes chers collègues, vous le savez tous, dès lors que ce projet de loi serait adopté, tout retour en arrière serait très difficile. Pour ne pas dire impossible, non parce qu'il serait entré dans les mœurs, non parce que ceux qui aujourd'hui le rejettent, et avec quelle force s'y seraient habitués, non pour des raisons politiques ou politiciennes, mais pour des raisons politiques et surtout pour des raisons humaines. C'est une loi que l'on ne peut pas prendre à l'essai. Si elle était adoptée, des couples se marieraient, des enfants naîtraient. Comment dès lors imaginer revenir sur ce qui aurait été accompli? Comment concevoir que la parole qui aurait été donnée à ces couples, à ces enfants, puisse être reprise? Mais de ce fait, ce que la majorité d'aujourd'hui déciderait, aucune majorité dans l'avenir ne pourrait le défaire. Or, aucune majorité n'a le droit de dessaisir les majorités futures. C'est la loi d'airain de la démocratie. Quand une décision quasiment irréversible doit être prise, oui, seul le peuple souverain a le droit de la prendre. C'est la loi de la République. Ce texte, mes chers collègues, touche à la conscience de chacun. En évoquant l'éventualité d'une clause de conscience pour les maires, Monsieur le Président de la République lui-même l'a reconnu. Et il appartient aujourd'hui à notre Assemblée, à chacun d'entre nous, de répondre en conscience à la question de savoir si nous avons le droit, je dis bien le droit, en tant que démocrates, en tant que républicains, de parler ici à la place de ceux que nous représentons. Si nous avons le droit, oui le droit, de substituer sur un sujet pareil notre conscience à la leur. C'est la question de la République qui se trouve posée. La République ne peut vivre que si chaque conscience républicaine est une conscience inquiète, se demandant à chaque instant si elle n'utilise pas avec excès les pouvoirs qui lui ont été confiés, si elle exerce avec suffisamment de retenue
l'autorité qu'on lui a octroyée. Mes chers collègues, vous qui voulez toujours réhabiliter le Parlement, cessez de l'abaisser et écoutez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je n'ai invectivé personne, je n'ai coupé la parole à personne. Alors, mes chers collègues, soyez dignes, soyez à la hauteur de ce débat. Tous ceux qui sont chargés... Mes chers collègues, Monsieur Guénaud a la parole et lui seul, s'il vous plaît. Chaque conscience républicaine doit être inquiète à chaque instant pour savoir si elle n'utilise pas avec excès les pouvoirs qui lui ont été confiés et si elle exerce avec suffisamment de retenue l'autorité qu'on lui a octroyée. Tous ceux qui sont chargés de faire fonctionner les institutions de la République doivent se rappeler sans cesse que, quels que soient les droits, les pouvoirs dont ils disposent, ils n'ont en vérité que des devoirs. La République ne va jamais aussi mal que lorsque cette exigence faiblit dans le cœur et la raison de ceux qui la servent. Et voyez comme elle va mal, notre République, et combien elle a besoin de retrouver les vertus qui, dans le passé, lui ont donné tant de force. Alors, c'est à chaque conscience républicaine, inquiète de savoir où est son devoir, que je m'adresse. Je veux lui dire que l'on aurait pu s'y prendre autrement. Oui, recenser les inégalités, les injustices, les souffrances, et rechercher tous ensemble, comme pour la loi bioéthique, une réponse commune afin de régler les problèmes d'héritage, de pension, et même, oui même, de répondre à la demande de reconnaissance d'un amour qui mérite autant de respect, de considération que toutes les autres formes d'amour. La majorité ne l'a pas souhaité. Elle a voulu que la conclusion soit écrite d'avance, irrévocablement, avec l'ouverture du mariage à tous les couples de même sexe, avec ce paradoxe que je ne peux pas ne pas remarquer, que ceux qui, dans le passé, ont tant décrié le mariage sont ceux qui veulent aujourd'hui l'offrir à tous. Mais dès lors que ce choix avait été fait par la majorité, il ne pouvait plus y avoir de véritable débat, car un débat dont la conclusion est écrite d'avance, mes chers collègues, ce n'est pas un vrai débat, c'est un simulacre. Si le président de la République restait sur sa position, si la majorité ne changeait pas d'avis, le peuple serait deux fois bafoué. La première, parce qu'il n'aurait pas son mot à dire. La deuxième, parce qu'on l'aurait privé du débat par lequel il aurait pu forger son jugement. Mais il est bien raisonnable de croire qu'à notre époque, il est encore possible de tenir le peuple à l'écart de décisions qui le concernent aussi irrévocablement. Est-il bien raisonnable de croire qu'une loi votée de cette manière, qu'il faut considérer pour ce qu'elle serait, c'est-à-dire un passage en force, pourrait devenir la loi de tous dans les consciences et dans les cœurs? Quand on viole les consciences, mes chers collègues, quand on les piétine, les consciences se raidissent, les consciences se ferment. Regardez ce qui se passe dans la société, regardez les déchirures. Non, on ne crée pas l'ouverture d'esprit, on ne crée pas la tolérance, et mieux que la tolérance, la compréhension, le respect et la fraternité par la brutalité aveugle de la loi. Pourquoi ne pas admettre enfin que la loi ne peut pas tout régler, quand c'est dans l'intimité de la conscience de chacun que se trouve la réponse? Pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a toujours dans une société des zones grises où les sentiments et les raisons sont si enchevêtrés que la loi, en cherchant à les trancher, fait plus de mal que de bien? En parlant du mariage, le gouvernement dit amour. Mais qui, sur ces bancs, conteste à deux êtres qui s'aiment le droit de s'aimer? Personne. Le gouvernement dit liberté. Mais qui, sur ces bancs, conteste à quiconque la liberté de vivre selon son cœur? Le gouvernement dit égalité des droits. Mais le mariage n'est pas un droit, c'est une institution. Le gouvernement dit progrès. Nous lui opposons la sagesse multimillénaire que toutes les sociétés humaines ont tirée de l'expérience de la vie. Le million de Français
qui est descendu dans les rues de Paris le 13 janvier, parlant pour des millions et des millions d'autres qui n'avaient pu venir, n'a pas manifesté contre l'amour, ni contre la liberté, ni contre l'égalité des droits, ni contre le progrès. Il a manifesté pour défendre une institution aussi ancienne que la civilisation. Il a manifesté parce que dénaturer cette institution, ce serait bouleverser l'ordre social, non pas seulement pour les uns, mais pour tous les autres. La plupart de ceux qui sont opposés à ce projet n'ont ni moins de cœur, ni moins de générosité que ceux qui le soutiennent. Ils ne sont pas moins dignes de respect. Ils savent que la société a changé, que les mentalités ont évolué, que la famille s'est transformée. Ils portent sur le monde un regard bienveillant. Ils ne veulent blesser personne. On avait dit qu'il y aurait des débordements, des outrances. Et il n'y en a pas une seule. À ces Français simples et dignes, à ces Français simples et dignes, qui ne demandent au fond qu'un peu de respect, de démocratie et de république, qu'allons-nous répondre? Allons-nous leur répondre seulement par ces deux mots terribles? Taisez-vous! Qui peut croire que c'est possible? Qui peut croire que c'est possible? Qui peut croire que cela ne laissera aucune trace? Taisez-vous! Qui peut croire que la République n'en sortirait pas blessée? Mes chers collègues, non seulement nous avons à nous prononcer sur un sujet qui n'est au fond, nous le savons bien, comparable à aucun autre, mais nous avons à le faire dans un de ces moments de l'histoire très particuliers, où la politique se voit sommée de redonner un sens au mot de civilisation, de civilité, de civiliser. Civiliser, réfléchissez à ce mot. Dans quelle société, dans quelle civilisation voulez-vous nous faire vivre? Voilà la question. Voilà la question que dans des périodes de malaise et de crise profonde, quand un vieux monde n'arrive pas à mourir, quand un monde nouveau n'arrive pas encore à naître, tous les peuples du monde adressent à tous les pouvoirs et d'abord, bien entendu, à la politique. Question légitime si l'on veut bien considérer la politique comme l'expression de la volonté humaine dans l'histoire. Avec ce texte, que vous le vouliez ou non, nous n'avons pas à prendre position seulement sur une mesure, pas seulement sur un droit, pas seulement sur un statut. Nous discutons d'un texte qui est bien davantage qu'un texte, une déclaration d'intention sur la manière dont nous allons faire évoluer notre société, sur les principes sur lesquels elle se construira, sur les valeurs qu'elle reconnaîtra comme siennes dans l'avenir. Nous avons à prendre une position sur une politique de civilisation. Oui, une politique de civilisation. Qu'y a-t-il derrière ce texte? Sinon, d'abord, la négation de la différence des sexes. Et dans le domaine où elle est le plus évidente, celui de la procréation et celui de la relation à l'enfant. Ouvrir le mariage aux couples de même sexe, c'est donner le droit d'avoir des enfants à des couples auxquels la loi de la nature ne le permet pas. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas tricher avec cette question. Il ne faut pas se mentir à ce sujet, c'est un sujet trop grave. Il n'y a pas d'un côté le mariage et de l'autre côté la procréation et l'enfant. Dès lors que l'on touche au mariage, on implique l'enfant. Dès lors que l'on touche au mariage, on pose inéluctablement la question de la procréation. Dès lors que l'on touche au mariage, s'il vous plaît. on ne peut pas éviter les conséquences sur la filiation. Et qu'est-ce que cela signifie de vouloir donner un véritable droit à l'enfant à des couples de même sexe, sinon d'abord que l'on est convaincu qu'il n'y a aucune différence entre le père et la mère?
Qu'il y ait des préjugés sociaux dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes au sein de la société, qui le nierait? Mais que les relations de l'enfant avec son père et avec sa mère ne soient que l'expression des préjugés sociaux, quelle folie! Qui donc a aimé de la même manière son père et sa mère? Qui donc a été aimé de la même manière par son père et par sa mère? Il faut l'homme et la femme, le père et la mère pour engendrer, guider l'enfant sur le chemin de la vie. Oui, c'est une loi de la nature, une loi qu'aucune communauté humaine ne peut abolir. Les accidents de la vie, je sais de quoi je parle, en décident parfois autrement. Et chacun s'en sort au mieux, du mieux qu'il peut. Mais pensez toujours, oui, pensez toujours aux souffrances intimes, aux blessures secrètes de tous ceux auxquels l'amour infini qu'ils ont reçu de ceux qui les ont élevés, il a manqué et manqué toujours pour toute la vie une mère et un père. Et à ceux qui prétendent que les enfants des couples de même sexe apprendront la différence des sexes en regardant autour d'eux ce qui se passe dans la société, je voudrais dire qu'ils semblent ignorer à quel point la prise de conscience pour un enfant qu'il est différent des autres est toujours pour lui une source de profonde douleur. J'ai parlé un jour de la souffrance de l'enfant sans père et sans mère, qui devait répondre aux questions profession du père, profession de la mère. Madame le ministre de la Famille m'a répondu que l'on ne faisait pas de la politique à partir d'un cas personnel. Mais on ne fait pas de politique non plus sans qu'elle soit profondément ancrée dans l'expérience d'une vie, les épreuves affrontées, les peines et les joies ressenties. À la politique sèche et froide des idéologues, il faut sans cesse opposer la politique charnelle, la politique humaine. Si vous lisiez toutes les lettres que j'ai reçues, de Français connus et inconnus, vous sauriez qu'en parlant de moi, j'ai parlé pour tous ceux qui ont vécu le même drame intime, souvent sans en parler jamais. Mesdames les ministres, vous vous défendez, et avec quelle énergie, de vouloir faire disparaître les mots de père et de mère du Code civil, mais votre dessein est de les faire disparaître de la société. Voilà la vérité, vous qui ne croyez pas qu'il y ait des différences entre l'une et l'autre. Les racines idéologiques de votre projet sont décidément très profondes. Vous ne voulez pas seulement que l'homme domine la nature, vous voulez que le social triomphe de la nature et que sa victoire soit sans partage. Vous tournez ainsi le dos à la raison, car c'est la déraison qui commande à l'homme de vouloir nier sa nature. Où cela nous mènerait-il, sinon sur les voies les plus dangereuses? Ce texte n'est pas qu'un texte. S'il était adopté, il aurait des conséquences. Voulez-vous réellement les conséquences de ce que vous voulez instaurer? Croire que la question du mariage peut être dissociée de celle de la procréation médicale assistée et de celle de la procréation pour autrui, c'est se mentir à soi-même. Cette dissociation est absolument impossible. Si l'on donnait le droit à des couples par nature stériles d'avoir des enfants, on ne pourrait leur refuser les moyens d'en avoir. On finirait donc, et une partie de la majorité ne s'en cache pas, fort logiquement d'ailleurs, par donner accès à la procréation assistée à tous les couples de femmes. Madame le ministre de la Famille m'a dit « Mais la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels qui souffrent d'un problème de stérilité et elle crée d'ores et déjà pour ces couples un droit à l'enfant. » Mais dans le cas des couples hétérosexuels, il s'agit, Madame le ministre, seulement d'aider à l'accomplissement de la loi de la nature. Dans le cas de couples de même sexe, il s'agirait au contraire de s'affranchir de celle-ci. Cela changerait tout. Cela ferait passer la procréation assistée du champ médical, où elle est aujourd'hui étroitement contenue, dans celui du social, où elle ne serait plus contenue par rien. Et ce ne serait plus regarder la procréation sous le seul angle du désir. Que sous le seul angle du désir.
Et oui, il faut s'habituer à parler au milieu des vociférations, c'est parfois difficile. Une mère m'a écrit ces quelques mots. Une mère m'a écrit ces quelques mots. Mon mari et moi avons des jumelles de 14 ans, issues de PMA à partir de mes gamètes et de celles de mon mari. Je ne juge pas les couples qui font appel à un don de spermatozoïdes, mais c'est de toute autre nature. Il y a un vrai déséquilibre dans le couple, c'est l'enfant biologique d'un seul parent. Je crois que ça peut poser des soucis aux enfants, surtout si l'enfant ne sait pas que son père n'est pas le père biologique. Et si cette loi passe, disait-elle, nous allons fabriquer des milliers d'enfants. Elle rajoutait, après, écoutez bien, après c'est l'amour qui compte. Oui, c'est l'amour qui compte. Mais qu'allons-nous faire de l'amour dans cette histoire? Il est bien difficile pour n'importe quel parent d'élever des enfants. Et je suis bien certain que 2 femmes ou 2 hommes peuvent donner autant d'amour qu'un père et une mère. Les 2 femmes qui m'ont élevé m'ont aimé sans compter. Mais que deviendrait l'amour lorsqu'ayant donné aux femmes les moyens d'exercer ce droit à l'enfant, on ne pourrait pas le refuser non plus indéfiniment aux hommes? On leur concéderait les mères porteuses, à moins que ce ne soient les juges qui le fassent, au nom de cette exigence d'égalité à laquelle le projet de loi qui nous est présenté prétend répondre. Alors s'installerait fatalement une relation de client à fournisseur dans la procréation. La marchandisation des corps, et oui, la demande par les clients d'enfants sans défaut, d'enfants qui leur ressemblent. Devant certains tribunaux dans le monde, mes chers collègues, oui, devant certains tribunaux dans le monde, on débat déjà pour savoir si l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui du contrat ou si c'est l'inverse qui doit être vrai. Oui, après c'est l'amour qui compte, mais que deviendrait l'amour alors dans cette relation marchande, dans cet asservissement des corps des plus pauvres, dans cette société qui en tout et pour tout ferait passer le plaisir et l'utilité devant toute autre considération, et où serait occultée la dimension spirituelle de l'enfant, de la personne humaine. Je veux parler à tous ceux d'entre vous qui, sur tous les bancs de cette Assemblée, n'ont pas renoncé à l'idéal de la République. Ne voient-ils pas que cette société serait à l'opposé de l'idéal que nous ont légué les Lumières et 20 siècles de civilisation? Quel modèle, quel repère pourrions-nous donner alors à nos enfants, à nos petits-enfants? Que leur dirions-nous à chaque fois qu'ils nous interpelleraient par ces mots si fréquents dans leur bouche? À quoi cela me sert-il? En quoi cela me procure-t-il du plaisir? Alors que l'enfant lui-même ne serait plus qu'un obscur objet de désir. Comment trouverions-nous les mots pour dire à nos enfants que les plus grandes satisfactions de l'homme sont dans la récompense des efforts qu'il consent sur lui-même, dans les exigences qu'il s'impose à lui-même, dans les principes et dans les règles qui le grandissent en lui fixant des limites? Comment pourrions-nous encore dire à nos enfants qu'entre la recherche du plaisir le plus immédiat et le plus superficiel et l'utilitarisme le plus étroit, ils ne trouveraient qu'une vie médiocre? Quel républicain ne voit qu'entre l'égalitarisme qui est le principe de cette loi et le communautarisme qui en est l'impensé, il n'y a pas de place pour la République? Quel républicain ne comprend qu'en faisant de la revendication de quelques-uns, aussi légitime soit-elle, la loi de tous, on fait le contraire de la République? À tous ceux qui parlent de conservatisme à propos des hommes et des femmes, qui s'inquiètent que le pas qu'on veut leur faire franchir soit un pas de trop, une conscience républicaine ne devrait-elle pas répondre que si la République c'est l'audace d'inventer l'avenir, ce n'est pas pour autant l'oubli de toutes les leçons de l'histoire humaine? À tous ceux qui exigent que l'on dise oui à leurs réformes, au nom soi-disant du progrès, une conscience républicaine ne devrait-elle pas répondre que seul l'esclave dit toujours oui? Oh, certes, une telle société peut advenir, même sans la dénaturation du mariage. Mais ce projet de loi... Mesdames et messieurs les députés de la majorité, souffrez que M. Guénot finisse, s'il vous plaît. Mais avec ce projet de loi... Monsieur Guénot. Mes chers collègues. Monsieur... Allez.
Asseyez-vous. Asseyez-vous. Monsieur Gosselin. Faites pas au milieu de l'heure. Monsieur Gosselin. Monsieur Gosselin, je propose... Monsieur... Bien. Monsieur Gosselin. Monsieur Guénaud a quasiment épuisé son temps de parole. Je vous propose de le laisser conclure tranquillement. Je vous donnerai la parole après. Monsieur Guénaud, vous avez la parole. S'il vous plaît. Certes, bon. Oh, certes, une telle société peut advenir, même sans la dénaturation du mariage. Mais avec ce projet de loi, nous lui ouvrons grand les portes. Nous l'appelons, nous rendons son avènement quasi inéluctable. Aucune conscience républicaine ne peut rester indifférente à ce danger. C'est le rôle, c'est le devoir, c'est la nature même d'une conscience républicaine d'être inquiète des conséquences des choix que nous nous apprêtons à faire. Je m'adresse donc à toutes les consciences républicaines que compte cette Assemblée, qu'elles soient de droite, qu'elles soient du centre ou qu'elles soient de gauche. Comment trancher entre les consciences qui ne sont pas suffisamment inquiètes de ce projet de loi et celles qui peut-être le sont trop? Comment trancher sinon en permettant à chaque Français de prendre part à la décision? Mes chers collègues, je voudrais que chacun d'entre vous, avant de décider s'il vote pour ou contre cette motion, mesure bien l'importance de sa décision, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Car nous devons nous demander de quelle manière nous allons répondre à l'avenir à toutes les grandes graves questions de société et de civilisation que toutes les crises que nous vivons vont nous obliger à affronter dans les années qui viennent. Les aborderons-nous en faisant prévaloir la seule logique des majorités parlementaires, la seule logique des camps et des partis? C'est une question de morale, mais pas seulement. Car comment rendrons-nous acceptables, légitimes, et cette légitimité est indispensable, les règles et les principes au nom desquels nous acceptons de vivre ensemble et de partager, ce n'est pas rien, une destinée commune, si la seule logique qui prime toujours est celle du rapport des forces? Je ne dis pas cela pour contester la légitimité de la majorité parlementaire, de celle-ci, pas plus que d'une autre, à gouverner. C'est la loi de la démocratie et je l'ai toujours respectée. Je le dis parce qu'il est des moments et il est des sujets qui appellent chacun à suivre sa conscience, davantage que son parti. Ce moment en est un, ce sujet en est un. Mes chers collègues, en 1984, François Mitterrand avait imposé, contre le souhait de son gouvernement et d'une partie de sa majorité, le retrait du projet de loi sur l'école, non parce qu'il avait peur de la rue, et parce qu'il ne voulait pas rouvrir une guerre scolaire dont il se souvenait le mal qu'elle avait fait à la France. En 1992, il avait répondu à la grande voix de Philippe Séguin en prenant le risque du référendum et le risque du débat. Il avait compris qu'il fallait prendre ce risque pour que la monnaie unique soit la monnaie de tous. À chaque fois, François Mitterrand ne s'était pas abaissé dans son rôle de chef de l'État, il s'était grandi. On se grandit toujours quand on donne la parole au peuple. Il reste quelques semaines au président de la République pour méditer les leçons de son prédécesseur. Mais aujourd'hui, c'est à nous de décider que c'est au peuple et non à nous de trancher. Si notre Assemblée fait ce choix, elle ne diminuera pas en prestige, elle ne ruinera pas son autorité, elle les renforcera. Personne ne se reniera, personne ne se déshonorera. Au contraire, chacun d'entre nous aura redonné du sens au beau nom de représentants du peuple. Mes chers collègues, je vous ai parlé pour l'avenir et c'est pour l'avenir que vous allez décider. Un dernier mot cependant, Madame le ministre de la Famille. Non, je n'aurai pas honte quand mes enfants, mes petits-enfants, liront les mots que j'ai utilisés dans ce débat, avec le souci constant de ne blesser personne, mais la conviction profonde que le combat contre la société que ce texte nous prépare est un combat parfaitement légitime. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Monsieur Gosselin, vous avez demandé la parole. Monsieur le président Jacob, vous avez la parole.
C'est la deuxième manifestation d'envergure à Paris contre le mariage pour tous. Depuis celle du 13 janvier dernier, le texte ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes du même sexe a été adopté à l'Assemblée nationale. Mais ses opposants ne désarment pas. Non au gaystrémisme, on veut du boulot, pas du mariage homo. Nouveau slogan, à 10 jours de l'examen du texte au Sénat. C'est l'heure des sénateurs, ce sont des législateurs pointus et ils peuvent tout à fait voir que dans ce projet il y a des tas d'aberrations et des tas de complications ingérables pour la société. Nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Nous pensons qu'un homme et une femme se complètent et que si un enfant est élevé par 2 hommes ou par 2 femmes, évidemment qu'il sera aimé, évidemment qu'il sera bien élevé, mais il lui manquera quelque chose de fondamental pour son évolution. En janvier dernier, le non au mariage pour tous avait rassemblé 340 000 personnes selon la préfecture, 1 million selon les organisateurs. Ils espèrent mobiliser autant cette fois et redemander à François Hollande de retirer le texte ou de le soumettre à un référendum. Fais plein de vidéos. L'esprit de la Constitution de 1958, c'est de faire rimer président et chef d'État, car selon les bons mots du général de Gaulle, le président ne doit pas être là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Comment le président de la République a-t-il été renforcé sous la Ve République? Par son mode de désignation, d'une part au suffrage universel indirect de 1958 à 1962, et ensuite, bien sûr, par son élection au suffrage universel direct, mais aussi par un renforcement de ses attributions, de ses compétences, et par exemple parce qu'il dispose d'un certain nombre de pouvoirs que l'on appelle dispensés du contre-saint, c'est-à-dire qu'il exerce seul, sans l'accord du Premier ministre, et l'on constate qu'il s'agit des pouvoirs les plus solennels, ceux qui engagent finalement le sort du régime, par exemple la dissolution, par exemple le recours au référendum, ou, autre exemple qui n'a servi qu'une fois mais qui a son importance dans le texte, le recours au plein pouvoir de l'article 16. Les compétences du président sont bien élargies par rapport aux 3e et 4e République. Au-delà de la représentation, il est l'arbitre de la nation au-dessus des partis et il peut d'ailleurs recueillir directement l'avis du pays par le biais du référendum. Le général de Gaulle veut un lien direct avec le peuple et la meilleure manière d'établir ce lien, c'est de pouvoir lui poser directement des questions. Ces questions sont de 2 ordres. Soit il s'agit d'adopter un projet de loi, soit il s'agit de réviser la Constitution. Mais en fait, on a une autre utilisation du référendum par le général de Gaulle, c'est ce que l'on appelle l'utilisation plébiscitaire du référendum. C'est-à-dire qu'au lieu de poser une question sur un texte, on pose une question sur un homme. La question est simple, me faites-vous ou non confiance ? Et on verra que cette utilisation du référendum par le général de Gaulle le conduira en 1969 à partir lorsqu'à un référendum, on lui répondra non. Depuis le général de Gaulle, l'utilisation du référendum n'a pas repris ce caractère plébiscitaire. J'allais dire que ses successeurs se sont probablement montrés prudents après l'incident, pour utiliser un euphémisme de 1969, et les référendums ont réellement porté sur une question, et lorsqu'il y a une réponse négative au référendum, le dernier exemple étant celui qui a porté sur la Constitution européenne, le président de la République n'a pas considéré pour autant que sa responsabilité était en jeu et qu'il devait quitter le pouvoir. Avec la Ve République, le président a acquis de nouvelles fonctions. Il est devenu le chef des armées, le chef de la diplomatie, c'est aussi le premier magistrat de France. Il peut dissoudre l'Assemblée et il a aussi un énorme pouvoir, un pouvoir de nomination à des postes stratégiques. Tous les postes les plus importants, les postes qui concernent notamment l'armée, la justice, les recteurs, la diplomatie, sont des nominations qui sont faites essentiellement par le président de la République en Conseil des ministres. Donc c'est un pouvoir qui est un moyen pour le président de la République d'avoir
un lien direct avec l'administration du pays, avec la direction de l'administration du pays, alors même que cette administration dépend directement du Premier ministre. Le poids politique du président est donc considérable, tout en étant irresponsable devant le Parlement, qui ne peut demander son renvoi. D'ailleurs, le président n'est nullement obligé de quitter son siège en cas de majorité parlementaire contraire. En effet, rien ne peut l'éloigner de sa charge principale, car selon l'article 5, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Toutefois, si la situation dégénère, si ces trois principes ne sont plus garantis, respectés, eh bien le président peut alors exercer des pouvoirs exceptionnels. Qu'est-ce que c'est l'article 16, qui est l'article des pleins pouvoirs? C'est une dictature personnelle et très limitée dans le temps du chef de l'État pour faire face à une crise grave qui se manifeste notamment par l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et une menace sur l'intégrité du territoire. Cet article, qui est d'utilisation rarissime, heureusement, a été utilisé une fois en 1962 à propos de la guerre d'Algérie, lorsque il y a eu un putsch en Algérie. Mais c'est un texte qui est destiné normalement à ne pas servir, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne puisse éternellement servir à rien. Atteindre le centre du jeu et remporter la partie, réponds correctement aux questions. Trop cool comme jeu! Alors, 4. Qui est chargé du pouvoir exécutif en France? Je sais que l'État français est séparé en 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif est confié au Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Ensemble, ils votent toutes les nouvelles lois. Le pouvoir judiciaire a pour mission de faire respecter ces lois. C'est le rôle des juges et des différents tribunaux. Le pouvoir exécutif est alors chargé de faire appliquer les lois. C'est le rôle du président de la République, mais surtout du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et ses ministres. 8. Qui est élu et qui est nommé? Faut que je me souvienne de mes rencontres. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il exerce une responsabilité générale sur toute une série de domaines. Alors le président de la République est élu. L'élection a lieu tous les 5 ans. Les Français votent pour lui directement au suffrage universel direct. Le Premier ministre? C'est lui qui nomme le Premier ministre. Il est nommé et c'est directement le président de la République qui le choisit. Les ministres élus ou nommés? Et c'est lui aussi qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Alors eux aussi, ils sont nommés. Sur proposition du Premier ministre, le président nomme les ministres à la tête des différents ministères. Et les préfets, ils sont élus? On n'est pas élu préfet, le préfet étant un haut fonctionnaire, le préfet est nommé. Et le préfet est nommé par le président de la République en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. C'est vrai, les préfets sont aussi nommés. Ils le sont par décret, pendant le Conseil des ministres, par le président de la République. Encore 8. Remet dans l'ordre les présidents de la République de 1958 à nos jours. Le premier président de la Ve République est le général Charles de Gaulle. Il démissionne cependant lors de son 2e mandat. De 1969 à 1974, Georges Pompidou est président, mais il décédera 2 ans avant la fin de son seul septennat. De 1974 à 1981, Valéry Giscard d'Estaing devient le plus jeune président de la Ve République et ne fera qu'un mandat. De 1981 à 1995, François Mitterrand exécute 2 septennats. Il reste ainsi 14 ans au pouvoir. Il est encore à ce jour le président de la République ayant exercé le plus long mandat. En 1995, Jacques Chirac est élu.
Il exécutera 2 mandats consécutifs, l'un de 7 ans, l'autre de 5 ans, le premier quinquennat suite à son référendum. Il sera président jusqu'en 2007. Depuis 2007, Nicolas Sarkozy est le président de la République. Il y a donc eu 6 présidents de la République qui se sont succédés au pouvoir depuis 1958. 6. De combien de temps est le mandat du président de la République ? En 2000, le président Jacques Chirac a demandé à tous les Français par référendum s'ils étaient d'accord pour passer le mandat du président à 5 ans. Le peuple français a répondu en votant par oui ou par non. À l'époque, plus de 73% des votants étaient d'accord avec ce projet de loi. Facile donc, depuis l'an 2000, le mandat du président de la République est un quinquennat. 10. Qui devient le successeur du président de la République lorsqu'il ne peut plus assurer son mandat ? Si le président de la République ne peut plus exercer son mandat, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est déjà arrivé 2 fois. Allez, un petit 5 et... gagné! Le visage caché de cette photo est le chef du gouvernement. Retrouve-le. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Il est nommé directement par le président de la République, qui lui est élu par les Français. Son premier travail, en tant que Premier ministre, est de former son gouvernement. Il fait des propositions de ministres au président de la République qui les nomme à la santé, à l'éducation, au budget ou à la culture. Les ministres et le Premier ministre forment le gouvernement. Il a bien entendu une voix prépondérante dans l'action gouvernementale, mais il faut bien avoir en tête qu'une grande partie des dossiers sont gérés à l'Élysée sous l'autorité directe du chef de l'État, avec le Premier ministre qui a sa position. C'est un peu comme être chef d'orchestre. À la tête du gouvernement et du pouvoir exécutif, le Premier ministre conduit la politique de la nation. Il détermine la politique générale de la France. Pour cela, il coordonne le travail de ses différents ministres, sous l'œil attentif du président de la République. Et donc le Premier ministre, qui peut avoir un rôle extrêmement important en cas de cohabitation, c'est-à-dire quand le chef de l'État n'est pas de la même majorité que lui, a un rôle forcément plus second quand on est dans un système dans lequel la majorité est d'abord la majorité du président de la République. Il est le représentant du gouvernement auprès du Parlement et doit expliquer sa politique devant les députés. Il intervient souvent à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne croit plus en cette politique, elle peut demander la démission du Premier ministre. C'est la motion de censure. Un autre gouvernement sera formé, on parlera alors de remaniement ministériel. Il y a un travail interministériel où le Premier ministre et les collaborateurs du Premier ministre jouent un rôle. Surtout s'il ne s'agit pas d'une loi où il y a des arbitrages politiques extrêmement lourds. Donc là, il y a en effet, pour le Premier ministre, une fonction qui est celle d'assurer la cohérence de cette loi avec l'ensemble de l'action gouvernementale et de faire des arbitrages quand il y a des oppositions entre tel ministre et tel autre. Un membre du gouvernement comme un membre du Parlement peuvent proposer des lois. Dans les 2 cas, le texte est voté par les 2 chambres du Parlement.
Sa principale fonction est de veiller à l'exécution des lois et d'éditer les règlements permettant leurs applications. C'est le pouvoir réglementaire. La plupart du temps, les lois sont d'origine gouvernementale, donc elles sont élaborées par un ministre qui est chef de file, qui en a la responsabilité première. Puis après, il y a une discussion interministérielle avec plusieurs ministres, tout ça sous l'autorité du Premier ministre ou de ses collaborateurs. Et quand cela touche des sujets sensibles où le chef de l'État souhaite s'impliquer personnellement, type la réforme des retraites, ça se termine autour du président de la République. Ouf! Heureusement que j'ai retrouvé le Premier ministre. Il est trop important à la tête du gouvernement. Retrouve le propriétaire de cette carte dont le nom a été effacé. Bon, je sais déjà qu'elle appartient à un ministre, ça ne devrait pas être très difficile. Mais qu'est-ce que c'est un ministre? Un ministre est à la fois le chef de son administration, il est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires qui relèvent de son autorité, et en même temps, il a une fonction politique. Il est membre d'un collège qu'on appelle le gouvernement. L'ensemble des ministres et le Premier ministre forment le gouvernement. Ils sont en charge de la politique intérieure du pays. Et avec le président de la République, le gouvernement détient le pouvoir exécutif. Ils sont en charge de faire appliquer les différentes lois. Un ministre est responsable de son ministère et des administrations qui s'y rattachent. Il est aussi le chef des fonctionnaires de ces administrations. Par exemple, le ministre de l'Éducation est en charge des rectorats, des écoles, des lycées, ainsi que des fonctionnaires, les professeurs. Le ministre de la Culture s'occupe des différentes manifestations, des musées et des fonctionnaires qui travaillent pour l'État. Comment on devient ministre? Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il exerce une responsabilité générale sur toute une série de domaines. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Et c'est lui aussi qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Dans le système de la Ve République tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le président exerce une sorte de prééminence. Une fois élu par tous les citoyens, le président de la République nomme son Premier ministre. La première mission du Premier ministre est de former son gouvernement. Il propose alors au président plusieurs personnes. Le président nomme les différents ministres. On parle souvent du Conseil des ministres. Qu'est-ce que c'est? Le Conseil des ministres, c'est la réunion de l'ensemble des ministres sous la présidence du président de la République et naturellement en présence du Premier ministre. Cette réunion a lieu en principe chaque semaine au palais de l'Élysée. Et le Conseil des ministres prend les décisions les plus importantes. Les projets de loi lui sont soumis. Les grands principes de la politique dans chacun des domaines, politique du logement, politique d'éducation, politique économique. De même, au Conseil des ministres, il est procédé aux nominations aux postes les plus élevés de l'État, postes d'ambassadeur, postes de recteur. Les différents ministres et le Premier ministre se réunissent au moins une fois par semaine au Conseil des ministres, sous la présidence du président de la République. Pendant ce conseil, ils discutent des grandes questions politiques du pays. Ils élaborent des lois qui seront ensuite votées par le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. Ils nomment aussi les hauts fonctionnaires. Tout ne se décide pas au Conseil des ministres. Parfois, les décisions sont prises par le ministre seul, ou par plusieurs ministres, ou par les ministres réunis par le Premier ministre.
Mais les décisions les plus importantes, habituellement, sont présentées devant le Conseil des ministres et sous la présidence du président de la République. Dans le système français, l'origine des lois peut être gouvernementale ou législative. La plupart des textes viennent d'une initiative du gouvernement. Pas un ministre seul, car un ministre ne peut pas à lui seul déposer une loi sur le bureau d'une assemblée. Cette loi, ou ce projet de loi plutôt, est délibéré au sein du gouvernement, puis finalement adopté par le Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, et ensuite déposé sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée. Un membre du gouvernement comme un membre du Parlement peuvent proposer des lois. On parle de projet de loi pour un texte qui naît du gouvernement, un ministre, ou une proposition de loi pour un texte qui naît d'un parlementaire, un sénateur ou un député. Dans les deux cas, le texte est voté par les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Une fois voté, le texte devient une loi. Les ministres et le Premier ministre doivent faire appliquer cette nouvelle loi dans les administrations et auprès de tous les Français. Voilà, mission accomplie. La carte a retrouvé son propriétaire et j'en sais plus sur le mandat de ministre. Tu dois suivre le chemin de la loi. Alors, le gouvernement est à gauche, mais je sais que la loi est votée par le Parlement. C'est donc à droite. Le Parlement, c'est ce qui permet au gouvernement de présenter des lois, aux parlementaires aussi de proposer des textes. C'est proposé, voilà, on retrouve bien le terme, par un député ou un sénateur. C'est lui qui a l'idée, c'est lui qui rédige et qui présente cette proposition à ses camarades. Je me souviens, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensemble, ils votent les lois. La loi naît de la volonté du gouvernement par un ministre. C'est le projet de loi. Mais elle peut naître aussi de la volonté d'un parlementaire, un député ou un sénateur. C'est la proposition de loi. Dans chaque commission, on nomme un rapporteur. C'est un député ou un sénateur chargé d'étudier le texte. Ils viennent ensuite devant la commission pour présenter leur rapport. Et donc on est appelé à se prononcer sur ce travail-là. Et puis ensuite, le texte est examiné dans l'hémicycle. Le texte commence à être débattu, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. On s'attache à examiner la loi avec des amendements, on va essayer de le faire évoluer. Et une fois qu'il est voté, le gouvernement, si c'est le gouvernement qui a fixé, parce que c'est un projet de loi, ou lorsque c'est une proposition de loi, donc c'est un groupe politique qui va l'inscrire dans l'autre chambre. Tiens la navette, je vais la prendre. Il ne faut pas que je perde de vue le texte. Je sais que ce n'est pas vraiment un bus, c'est le va-et-vient du texte entre les deux chambres. Si une des chambres change une ligne sur le texte, il doit être réexaminé par l'autre chambre. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Ils ne sont pas d'accord sur tous les points. Tiens, la loi va au Conseil économique, social et environnemental. Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut saisir le Conseil économique et social et environnemental. C'est une assemblée effectivement qui n'est pas une assemblée de décision politique, c'est une assemblée de consultation et qui émet des avis aux décideurs. Alors c'est vrai pour la société civile, pour les citoyens, c'est aussi vrai pour les décideurs politiques. D'accord, le Conseil économique, social et environnemental peut étudier pour un parlementaire ou un membre du gouvernement les grandes questions qu'il se pose. Il les aide ainsi à trouver des solutions. Ils rendent un avis. Ah,
La loi repart au Sénat, vite! Il est discuté 2 fois au Sénat, 2 fois à l'Assemblée nationale, et après c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, si jamais les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord sur un point ou sur un autre. Elle est votée. Mais pourquoi elle monte au Conseil constitutionnel? Et nous regardons si ces lois, eh bien, elles respectent les grands principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Une fois validée, elle est envoyée au président de la République pour qu'il la signe. Ensuite, direction le journal officiel pour qu'elle paraisse. C'est donc devenu une loi pour tous les Français. Elle passe enfin par le gouvernement qui est chargé de faire appliquer la nouvelle loi et d'en décrire les règlements au Conseil des ministres. Après toutes ces étapes, la loi est applicable et doit être respectée par tous les citoyens. Ah, enfin la sortie! Youpi! Les objets qui appartiennent aux députés. Mais c'est quoi un député? Qui rédige et vote la loi. Ah ben, on vote pour eux, hein? On vote pour eux ou on vote pas pour eux. Suffrage universel aussi. Il y a un député dans chaque département, non? Ils sont élus comment dirais-je, l'élection... Aux législatives. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils votent les lois. On parle d'abord à la Chambre des députés, ça passe au Sénat pour débat, et retour à la Chambre des députés par la suite, qui confirme ou infirme la chose, je crois. Hein, qu'est-ce qu'il en pense? Oui. Alors, le député est élu pour 5 ans, c'est le suffrage universel direct. Donc il est issu d'un territoire qu'on appelle une circonscription. Le suffrage universel direct, je sais ce que c'est. C'est lorsque tous les citoyens sont appelés à voter directement. Aux élections législatives, on élit les députés de l'Assemblée nationale pour 5 ans. Oh, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Donc l'Assemblée nationale avec le Sénat en France compose le Parlement. Donc, notre rôle c'est de voter les lois. On travaille et bien sûr les textes qui sont proposés par le gouvernement, les projets de loi. On peut avoir aussi l'inscription d'un texte qui est une proposition de loi, donc issue d'un député. D'accord, donc un membre du gouvernement ou un parlementaire, sénateur ou député, peut proposer un texte. Mais c'est quoi exactement le travail du député dans tout ça? Son travail, c'est d'à la fois représenter, bien entendu, son territoire, sa circonscription, donc faire passer les messages de ses concitoyens. Et donc ce travail se fait à la fois en commission et se retrouve ensuite au sein de l'hémicycle, dans le cadre de séances, où on va bien défendre un texte avec des amendements, on va essayer de le faire évoluer pour qu'il soit le mieux possible et qu'il corresponde le plus aux attentes de nos concitoyens. Nous avons le mardi après-midi une série de questions au gouvernement. Ça fait partie du contrôle du gouvernement. Donc nos collègues députés posent une question au ministre. Le ministre doit y répondre. Elle est où la différence avec le Sénat? On a finalement 2 assemblées qui sont assez proches, mais qui sont différentes quelque part, ne serait-ce que par leur mode d'élection. Les députés sont élus par le peuple, les sénateurs sont élus par des élus, qu'on appelle les grands électeurs. Donc ils sont plutôt élus de territoire, ils sont très impliqués sur toutes ces thématiques-là. Et donc c'est un bon équilibre entre l'Assemblée et le Sénat, ce qui permet d'avoir, je dirais, un texte plus travaillé par ces deux instances importantes.
pour nous permettre d'avoir un texte ensuite qui sera une loi pour les Français. C'est quoi les objets qui appartiennent aux députés? Une écharpe et donc le baromètre. C'est ça, le député comme le maire porte une écharpe. Il a aussi un baromètre, mais celui-là ne prévoit pas la météo. C'est une médaille qui symbolise son mandat. Nouvelle mission, super! Quelle est la deuxième chambre du Parlement? Un sénateur t'aidera. C'est ici? Oui, voilà le Sénat. Qu'est-ce qu'un sénateur? Un sénateur, c'est un parlementaire. Un parlementaire, c'est un élu de la République qui siège soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. La particularité des sénateurs, c'est qu'ils sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. D'accord. Le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les parlementaires, ce sont à la fois les sénateurs et les députés. Les députés sont élus directement par les Français. C'est le suffrage universel direct. Les sénateurs, eux, sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Il y a les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les députés. Tous les élus, quels qu'ils soient d'un même département, votent pour leur sénateur ou leur sénatrice. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Auparavant, c'était 9 ans, mais la durée de leur mandat a été réduite. C'est quoi l'agenda d'un sénateur? Il est au Sénat, généralement mardi, mercredi, jeudi, en milieu de semaine, pour discuter de la loi. La loi, elle peut être proposée par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez... mais c'est ce qu'on voit à la télé. Donc, un ministre peut proposer un texte. Mais la loi, elle peut être proposée aussi par le sénateur, qui rédige des articles de loi visant à améliorer le quotidien de ses concitoyens. Donc, à la fois sur le terrain, à la fois à Paris, au Parlement. Et comment on vote une loi? Une fois qu'on a décidé qu'on allait discuter d'un projet ou d'une proposition de loi, le texte commence à être débattu, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Il est débattu d'abord par exemple au Sénat. Une fois qu'il est voté, il est transmis à l'Assemblée nationale qui à son tour en discute et le vote. En principe, il y a ce qu'on appelle une navette. Il est discuté 2 fois au Sénat, 2 fois à l'Assemblée nationale, et après c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot si jamais les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord sur un point ou sur un autre. J'ai tout compris. Une loi peut naître du gouvernement par un ministre, c'est un projet de loi. Mais elle peut naître d'un sénateur ou d'un député. Dans ce cas, c'est une proposition de loi. Ensuite, l'Assemblée nationale et le Sénat discutent de cette loi, chacun leur tour. Et si les 2 chambres ne sont pas d'accord, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale.